Le signal qui a tout déclenché n'était pas visuel. Il s'agissait d'un pic. Au début des années 2000, lorsque la NASA et plusieurs agences partenaires ont commencé à numériser et à réarchiver systématiquement les données télémétriques d'Apollo, une petite équipe internationale a été chargée de synchroniser des flux de données disparates, vidéo, audio, biomédicales, sismiques et environnementales. L'objectif était en apparence bienveillant. Une synchronisation de haute précision permettrait aux historiens et aux ingénieurs d'étudier les missions avec une nouvelle clarté, image par image, battement de cœur par battement de cœur. Préservation numérique des premiers pas de l'humanité sur un autre monde, disait la brochure. Maja Hallberg, une ingénieure système suédoise spécialisée dans le traitement du signal, a rejoint le projet en s'attendant à une tâche fastidieuse. La plupart du travail consistait à corriger les décalages de code temporel et à compenser les images manquantes. Les bandes analogiques, stockées pendant des décennies dans des conditions adéquates, mais pas parfaites, avaient développé des anomalies, des parasites statiques, des décalages temporels, des rayures dans l'audio, rien de mythique, juste de l'entropie. L'EVA d'Apollo 11, la première sortie dans l'espace, avait été étudiée plus que tout autre. L'équipe a donc commencé par les missions ultérieures, où l'équipement et les procédures de caméra avaient été améliorés. Sur Apollo 16, pendant une période où les astronautes ont déployé des instruments et prélevé des carottes près du module lunaire, Maja a remarqué une anomalie constante. Chaque fois qu'un astronaute enfonçait une sonde dans le sol ou déclenchait une petite charge explosive pour établir un profil sismique, les sismomètres et autres capteurs réagissaient comme prévu. Mais à 3 reprises, à quelques minutes d'intervalle, un pic secondaire est apparu qui ne correspondait à aucune action documentée. C'est comme si quelque chose, à plusieurs mètres de là, avait tressailli, murmura-t-elle, pendant un service de nuit, en regardant défiler les traces synchronisées. Les pics étaient nets, étroits, et leur profil de fréquence ne correspondait pas à l'écho standard de l'instrument provenant de la croûte lunaire. Il coïncidait également parfaitement avec de petites perturbations presque invisibles sur la vidéo. Un bref scintillement dans l'ombre d'un rocher, un minuscule nuage de poussière, là où aucune botte ni aucun outil n'avait touché. Au début, elle a supposé qu'il s'agissait d'une erreur de synchronisation. Peut-être qu'un désalignement entre les ensembles de données avait fait apparaître des événements sans rapport, comme simultanés. Elle recalibra, relança l'alignement avec des paramètres plus stricts et extrait des journaux supplémentaires, des transcriptions du centre de contrôle de la mission. Les pics restèrent là où ils étaient. Les transcriptions, quant à elles, ne montraient rien de plus dramatique que des commentaires sur le placement des outils et les listes de contrôle. Déployez l'expérience sur le flux thermique. Surveillez votre câble. Bien reçu, Houston. Curieuse mais prudente, Maja marqua les anomalies et passa à autre chose. Une semaine plus tard, lors de la deuxième EVA d'Apollo 17, elle a de nouveau observé le même phénomène. Emplacement différent, instruments différents, mais même duo étrange. Une petite secousse sismique inexpliquée et un panache de poussière dans le coin d'une image où aucun astronaute ne se trouvait. La réponse la plus simple aurait été la réutilisation du matériel. Peut-être un dysfonctionnement d'un instrument utilisé lors de plusieurs missions. Mais le matériel n'était pas identique et les anomalies apparaissaient sur des canaux différents. Le seul facteur commun était la perturbation
du régolithe lunaire à proximité et une cohérence directionnelle approximative. Chaque nuage de poussière inexpliqué semblait provenir du même azimut général par rapport au site d'atterrissage, comme si quelque chose juste au-delà de la ligne d'horizon préférée de la caméra avait réagi tardivement à la secousse. Quand elle a finalement soulevé la question à son supérieur, celui-ci l'a écoutée poliment, a regardé les superpositions qu'elle avait générées, puis s'est penché en arrière avec un soupir las. « Vous savez ce que les gens diront si nous commençons à parler de signaux inexpliqués sur les images d'Apollo », a-t-il déclaré. « Je sais déjà ce qu'ils diront », a répondu Maya. « Et ils se trompent sur les points qui importent ici. Il ne s'agit pas de drapeaux qui flottent ou d'ombres qui passent. Il s'agit d'instruments. » Il a tapoté son stylo sur le bureau, pensif. « Mettons cela de côté pour l'instant. Documentez-le, mais n'insistez pas. Il y a des priorités. » Elle suivit les instructions en public et les ignora en privé. Au cours des mois suivants, travaillant pendant ses temps libres, elle recoupa les anomalies avec les données orbitales de la période, position de la Terre, de la Lune et des objets connus proches de la Terre. Elle se plongea également dans d'anciens ouvrages sur les phénomènes transitoires lunaires, bref, flashs, lueurs et brumes rapportés par les astronomes depuis des siècles avant les vols spatiaux. Elle y trouva des similitudes intrigantes, des perturbations localisées, souvent regroupées dans certaines régions, sans cause reconnue. La clé vint, de manière inattendue, d'un article sur un tout autre sujet, les objets interstellaires. Après la détection d'Oumuamua, puis de 2I Borisov, l'intérêt pour les visiteurs hyperboliques avait bondi. Un projet d'étude connu sous le nom d'Atlas avait repéré plusieurs objets inhabituels, parmi lesquels un corps catalogué sous le nom de 3I Atlas, dont la trajectoire fortement inclinée à travers le système solaire interne avait suscité des spéculations sur son origine. Les modèles suggéraient que si de tels objets traversaient certaines configurations gravitationnelles, ils pourraient laisser derrière eux des traînées de débris, des nuages ténus et allongés de poussière et de fragments partageant à peu près la même orbite. La plupart de ces débris seraient microscopiques, inoffensifs et largement dispersés. Mais si même une infime fraction interagissait avec un corps comme la Lune à des angles et des énergies spécifiques, il pourrait en résulter une charge localisée, des effets électrostatiques subtils ou, dans de rares cas, des réponses sismiques infimes lorsqu'ils sont perturbés. Un article spéculatif, de ceux qui circulaient davantage dans les couloirs des conférences que dans les revues, suggérait que certains sites lunaires pourraient être plus sensibles à ces flux invisibles, agissant comme des capteurs au sol, pour des événements se déroulant bien au-delà. Maya a superposé les dates et les heures des anomalies Apollo sur un modèle reconstruit des intersections potentielles des débris 3I Atlas avec le système Terre-Lune. L'alignement n'était pas parfait. Les modèles étaient trop grossiers, les données trop rares. Mais malgré les incertitudes, il existait une petite fenêtre, dans laquelle l'un de ces filaments hypothétiques aurait pu passer près de la Lune à la fin de l'ère Apollo. Si elle s'était arrêtée là, l'histoire serait restée une curiosité. Des anomalies étranges, des orbites spéculatives, une chercheuse voyant des échos là où il n'y en avait pas. Mais les gens ont tendance à répéter leurs erreurs dans de nouveaux contextes, et les institutions réagissent au schéma même lorsqu'elles ne l'admettent pas.
lorsque le débat public sur les faux alunissage s'est intensifié au milieu des années 2000, alimenté par des téléchargements en basse résolution et des interprétations erronées de l'optique, la plupart des agences spatiales ont haussé les épaules. Elles ont publié des explications patientes sur les angles d'éclairage, l'exposition des caméras et l'absence d'atmosphère. Elles ont republié des images nettoyées et des scans de meilleure qualité. Ironiquement, le processus même qui avait révélé les anomalies de Maya a alimenté les théories du complot. Les arguments se sont concentrés sur des indices familiers, des ombres parallèles qui auraient nécessité des lumières de studio, des réticules obscurcis par des objets, des mouvements de drapeaux mal interprétés. Ce que personne ne savait, ce que presque personne ne pouvait savoir, c'est qu'une poignée d'images n'était en fait jamais sortie des archives les plus profondes. Non pas parce qu'elle montrait un plateau de tournage, mais parce qu'elle montrait quelque chose dans la poussière qui réagissait comme si la Lune elle-même était un capteur dans une expérience beaucoup plus vaste. Dans les notes internes échangées entre les archivistes et les responsables de l'agence, une expression revenait sans cesse: matériel problématique. À première vue, la préoccupation était simple. Les panaches de poussière anormaux et les pics sismiques inexpliqués, s'ils étaient signalés publiquement, seraient saisis par une communauté prête à y voir une supercherie. Internet ne récompensait pas la nuance. Si les experts disaient « Nous ne savons pas encore ce que c'est », l'écho le rendrait comme « Il cache quelque chose ». Certains ont estimé qu'il valait mieux exclure ces quelques secondes des compilations publiques et les classer dans une catégorie générale de problèmes techniques. Il y avait cependant un deuxième niveau, plus proche des couloirs discrets où évoluaient les planificateurs de mission et les analystes de défense planétaire. Si les anomalies étaient liées à des interactions subtiles entre la Lune et une structure orbitale plus grande associée à un visiteur interstellaire, alors elles n'étaient pas seulement des curiosités. Il s'agissait d'observations précoces et accidentelles, d'un phénomène que personne ne savait encore bien modéliser. Et elles recoupaient, de manière dérangeante, des études classifiées sur la façon dont le système Terre-Lune pourrait réagir à des flux denses de petits corps, non pas à la manière d'un événement cinématographique menant à l'extinction, mais d'une manière qui pourrait perturber les satellites, les communications ou d'autres systèmes délicats. Dans ce contexte, il était plus facile de laisser la controverse bruyante sur l'éclairage présumé du studio suivre son cours. Laissons les gens débattre pour savoir si les ombres semblaient correctes sous les angles du soleil extraterrestre. Laissons-les se focaliser sur les reflets dans les visières. Ces distractions détournaient l'attention de la question beaucoup moins photogénique de savoir pourquoi un morceau de régolithe avait sauté sans botte, alors que personne ne l'avait touché, sous un ciel rempli de trajectoires que personne ne comprenait encore pleinement. La phrase qui finirait par apparaître dans l'une des dernières conférences de Maya, longtemps après qu'elle ait quitté l'agence, était simple. Éclairage de studio, ombre réelle. La scène était peut-être une illusion, affirmait-elle, mais pas de la manière dont les gens le pensaient. La lumière que tout le monde soupçonnait d'être artificielle était en réalité la lumière du soleil, filtrée par le vide. Les ombres que tout le monde croyait simples étaient projetées par des structures dont les formes s'étendaient au-delà du visible.
Les vidéos conspirationnistes ont leur propre chorégraphie. Zoom lent, musique dramatique, images figées sur des anomalies pixelisées. Dans un entrepôt reconverti à la périphérie de Los Angeles, une petite société de production s'était spécialisée dans la narration de ses soupçons. Sa série phare, Hidden Horizons, avait fait un peu de bruit en combinant des images du domaine public de la NASA avec un ton qui frôlait l'accusation pure et simple. Nous ne disons pas que c'est faux, aimait répéter l'animateur. Nous posons simplement des questions. En coulisses, l'opération était moins sinistre et plus banale que ne l'imaginaient les détracteurs. 2 monteurs, un graphiste indépendant, un chercheur passionné par les forums nocturnes. Le chercheur, Alex, effectuait la majeure partie du travail de terrain, téléchargeant des clips bruts, passant au crible les archives et marquant tout ce qui semblait visuellement étrange. Reflets clignotants, reflets de lentilles, ombres qui semblaient se courber. Lorsque l'agence a publié une nouvelle série de scans Apollo en haute résolution, Alex s'est plongé dans cette tâche avec la joie obsessionnelle d'un chasseur de trésors. Les métadonnées indiquaient les numéros de bobine et les codes temporels approximatifs, mais rien d'autre. C'était en partie ce qui rendait cette tâche si attrayante. Les images semblaient non sélectionnées, comme un flux brut issu de l'histoire. Pendant des jours, Alex a passé au crible des heures d'images, montrant des astronautes bondissant, des outils se balançant, de la poussière jaillissant en arcs gracieux. Le vide rendait chaque mouvement surréaliste. La poussière s'élevait, suivait des trajectoires paraboliques et retombait sans laisser de traînée. Les étoiles n'apparaissaient jamais, les réglages d'exposition privilégiant la surface lumineuse plutôt que le ciel sombre. Dans ce contraste saisissant, chaque artefact ressortait. La 5e nuit, à mi-chemin d'une bobine d'Apollo 16, Alex s'est figé sur une image et a froncé les sourcils. Dans le coin inférieur droit, près du bord du champ de vision, un petit nuage de régolithes s'éleva, puis retomba, formant un cône étroit. Les bottes de l'astronaute se trouvaient à 1 mètre de là, et aucun outil n'avait touché cet endroit. Il n'y avait pas eu de rupture de câble, ni d'objet tombé. La caméra n'avait pas tremblé. Sur la piste audio correspondante, rien n'avait changé, à part le murmure de la respiration et le crépitement des communications. Alex revint 3 secondes en arrière et regarda à nouveau. La poussière était immobile. Puis, lorsque le marteau frappa le sol sur le côté gauche du cadre, l'endroit éloigné sur la droite réagit un battement de cœur plus tard, comme à un écho invisible. Personne dans la mission ne fit de commentaires. Personne ne tourna la tête. C'était exactement le genre d'anomalie qui aurait dû enthousiasmer un chercheur de Hidden Horizons. Tout y était. Un mouvement apparemment sans cause. Le silence officiel et une étrange synchronisation avec une action hors champ. Pourtant, quelque chose dans cette scène mettait Alex mal à l'aise. Peut-être était-ce la précision de la géométrie du nuage de poussière, trop nette pour un grain ou une vibration parasite. Peut-être était-ce la façon dont la poussière tombait, non pas comme un nuage se dispersant, mais comme quelque chose qui avait été comprimé, puis relâché. Le lendemain, Alex en fit mention, en passant à la productrice de l'émission, Lila, s'attendant à un enthousiasme débordant. « Envoyez-moi une image fixe, » dit Lila, méfiante. « Et l'horodatage. » Alex s'exécuta. Quelques heures plus tard, Lila lui transféra un email laconique d'un attaché de presse de la NASA qui se montrait inhabituellement réactif
depuis que la série avait commencé à attirer l'attention. Merci de nous avoir signalé le clip sur lequel vous vous concentrez pour votre prochain épisode, a écrit le chargé de liaison. Nous apprécierions de pouvoir vous fournir le contexte. Cette bobine particulière comporte certains problèmes connus liés à des artefacts de poussière dus au processus de numérisation et à des dommages sur le film. Nous vous recommandons d'éviter de tirer des conclusions à partir de cette séquence, car toute anomalie visuelle peut être trompeuse. Il s'agissait d'un avertissement générique, du type de ceux que les agences envoient souvent à titre préventif pour limiter les dégâts. Mais l'email était accompagné d'un document interne qu'Alex n'était pas censé voir. Il avait été joint par erreur, transféré avec le même objet, son en-tête à moitié coupée. Bobine 16 EVA2. Image 1423. 7 1423 15. Classification interne uniquement. Justification réaction anormale à la poussière et corrélation sismique. Quelqu'un à l'intérieur avait signalé les mêmes secondes qu'Alex, bien avant. Quelqu'un leur avait attribué une classification qui n'avait rien à voir avec l'optique. Le visage de la productrice se crispa tandis qu'elle lisait. « Nous n'utiliserons pas cela, » dit-elle, en fermant son ordinateur portable. « Pourquoi pas ?» protesta Alex. « Ils admettent pratiquement qu'il se passe quelque chose d'étrange. C'est de l'or. »« C'est un piège, » répondit Lila. « Ils nous envoient ça, nous le diffusons. Ils reviennent avec une réfutation technique sur les dommages causés au film et nous accusent de sélectionner les informations. Nous perdons notre crédibilité. Pendant ce temps, la véritable histoire se cache dans le mot « sismique ». Et nous ne sommes pas équipés pour en parler sans paraître complètement dérangés. Nous ne savons pas ce que cela signifie, et notre public non plus. Mais c'est notre travail, insista Alex. Nous montrons les questions aux gens. Nous leur montrons des questions qu'ils peuvent suivre, corrigea-t-elle. Des ombres, des fils, des reflets, des choses que l'on peut mettre en pause et pointer du doigt. Pas de la poussière réagissant à des ondes invisibles, en synchronisation, avec des instruments auxquels nous n'avons pas accès. À ce moment-là, elle ne protégeait pas la vérité. Elle protégeait sa marque. L'ironie était que l'insistance de la marque sur les anomalies visibles la rendait aveugle à une couche plus profonde d'étrangeté. Lors d'une conférence technique à l'autre bout du monde, Maya, qui avait discrètement quitté l'agence après que ses rapports se soient heurtés à des obstacles bureaucratiques, a donné une conférence devant un petit public sur les données héritées et les observatoires involontaires. Sans nommer de mission ni d'objet, elle a décrit comment des images et des instruments historiques, déployés dans un but précis, ont parfois capturé des signaux pertinents pour des questions totalement différentes des décennies plus tard. Nous considérons les observatoires comme des choses que nous construisons délibérément, a-t-elle déclaré. Mais l'univers se filme lui-même sur notre équipement depuis que nous avons commencé à installer des capteurs partout. La question n'est pas de savoir s'il y a des anomalies. Il y en a toujours. La question est de savoir quelles anomalies nous sommes incités à remarquer et lesquelles nous sommes incités à ignorer. Au cours de la séance de questions-réponses, quelqu'un a posé une question sur les alunissages. La question était formulée avec l'inévitabilité lassante de la culture Internet. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose dans les images originales qui ait été caché? Maya a marqué une pause plus longue que prévu.
Je pense, a-t-elle répondu prudemment, que la controverse publique sur la question de savoir si les images ont été mises en scène a été très utile à certaines institutions. Tant que le débat porte sur les lumières du studio, les angles de caméra et le fait que le drapeau flotte ou non, personne ne se penche sur la façon dont le régolithe pourrait servir de détecteur pour des phénomènes que nous ne savions pas nommer à l'époque. Si des images ont été supprimées, je pense que ce n'est pas parce qu'elles montraient une supercherie, mais parce qu'elles montraient quelque chose qui n'était pas censé être mesuré à cet endroit. Un murmure parcourut l'auditoire. Certains acquiescèrent, pensant à la recherche de matière noire et aux précurseurs des ondes gravitationnelles. D'autres froncèrent les sourcils, entendant l'écho des théories du complot qu'ils espéraient voir transcendées par cette session. Le modérateur fit avancer la discussion. À l'extérieur, dans le couloir, un jeune data scientist rattrapa Maya. « Parlez-vous d'objets interstellaires ?» demanda-t-il à voix basse. « À propos d'Atlas ?»« Je parle d'orbites, » répondit-elle. « De longues orbites, à forte inclinaison. Lorsque ces trajectoires croisent le système Terre-Lune, nous avons l'occasion d'apprendre des choses. Parfois, nous les saisissons délibérément. Parfois, nous les enregistrons par accident et ne nous en rendons compte que des décennies plus tard, lorsqu'il devient politiquement gênant d'admettre que nous ne comprenons pas tout à fait ce que nous avons vu. Il avait l'air déçu. « Vous n'allez donc pas me dire qu'il existe quelque part un dossier secret intitulé « Vraie Lune » ? » « Il y a toujours des dossiers secrets, » répondit Maya. « Le truc, c'est que les secrets sont rarement ceux auxquels s'attendent les personnes les plus bruyantes. Dans une salle de contrôle, située quelque part au fond d'une autre installation, non accessible au public, une série d'écrans suivait les observations actuelles du ciel, y compris les traces laissées par des objets tels que 3I Atlas. Un logiciel signalait les points faibles et mobiles dans le champ stellaire. La plupart étaient des astéroïdes répertoriés. Quelques-uns étaient suffisamment nouveaux pour mériter une étude plus approfondie. Sur un écran, une simulation superposait les trajectoires passées du système Terre-Lune sur plusieurs décennies. De minuscules marqueurs clignotaient sur la surface lunaire virtuelle au moment où des flux de débris connus ou présumés croisaient certaines longitudes. Au début des années 70, un groupe est apparu près d'un endroit marqué d'un code anodin qui, pour quiconque avait étudié les cartes Apollo, correspondait aux environs d'un site d'atterrissage. Un technicien y jeta un coup d'œil, puis se replongea dans le torrent de données actuelles. Le passé était, en termes opérationnels, révolu. Tout ce qui s'était passé alors était archivé. L'accent était désormais mis sur ce qui pourrait arriver ensuite. Au cours des années qui ont suivi, alors que de nouvelles missions retournaient sur la Lune avec des instruments plus sophistiqués, des propositions ont circulé discrètement pour revisiter certains de ces sites sensibles. Officiellement, les objectifs de la mission étaient géologiques. Officieusement, une annexe des documents de planification évoquait l'évaluation des anomalies héritées et leur corrélation potentielle avec des événements sismiques et de poussière transitoire. Le langage était sec, dépourvu de toute mention des lumières de studio ou des théories du complot. Alors que le débat sur les faux alunissages continuait de faire des vagues dans la culture populaire, chaque argument recyclé sur les ombres et les harnais renforçait encore davantage l'écran de fumée. Plus les gens riaient
à l'idée que les astronautes se trouvaient sur un plateau de tournage. Moins il se demandait pourquoi des segments de séquences authentiques avaient pu être coupés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les décors, mais tout à voir avec une interaction silencieuse entre la poussière lunaire et une structure de débris traversant le système solaire. Les lumières du studio étaient faciles à expliquer ou à nier. Les ombres réelles, celles projetées par des objets dont l'influence gravitationnelle s'étendait bien au-delà de ce que montraient les images, nécessitaient un autre type de connaissance. Les enregistrements étaient là, dans de vieilles boîtes métalliques, sous forme de motifs magnétiques, sur des bandes, sous forme de 1 et de 0, soigneusement transférés vers de nouveaux formats. Ils montraient des humains marchant, trébuchant, plaisantant, travaillant. Ils montraient de la poussière, s'élevant et retombant en arc, que les manuels scolaires utilisent désormais comme exemple. Et, à quelques endroits, elles montraient le sol lui-même tressaillir à un rythme que personne, à la surface, ne suivait. La diffusion sans montage de ces images ne dépendait pas de leur authenticité, mais du moment où suffisamment de personnes seraient prêtes à poser la bonne question. Non pas « cela a-t-il été filmé en studio ?» mais « qu'est-ce qui projette exactement cette ombre et jusqu'où s'étend son orbite ?»